Ce dimanche-là, pendant le déjeuner, la belle-mère de mon fils m'a regardé droit dans les yeux, et elle a craché dans mon assiette. Puis elle a dit, avec un sourire glacé, « C'est ce que vous méritez. » Devant mon fils, devant ma belle-fille, devant mes petits-enfants, devant Dieu. Henri a simplement murmuré, « Maman, tiens-toi bien, ne la provoque pas, pas elle, moi. C'est moi qu'il fallait calmer. » Alors, j'ai posé ma serviette, je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un seul message, « Exécutez le plan. » Ce qui s'est passé après a changé toute ma vie, et la leur aussi. Je m'appelle Inès Morel, j'ai 73 ans, et je sais aujourd'hui que certaines humiliations ne sont pas des fins, ce sont des déclics. Laissez-moi vous raconter. Tout a commencé 6 ans plus tôt. Henri, mon fils unique, avait rencontré Camille lors d'un vernissage à Paris. Elle était douce, réservée, avec ce regard fatigué des femmes qui portent trop de poids sur leurs épaules. Je l'ai aimée immédiatement, mais très vite, j'ai compris pourquoi elle semblait si fragile. Sa mère, Madame Geneviève Dufresne, 68 ans, veuve, propriétaire d'une boutique de décoration haut de gamme dans le 16e arrondissement. En apparence, une femme élégante, cultivée, philanthrope. En réalité, une manipulatrice née. Dès le premier repas de famille, elle a pris possession de la table, pas avec violence, avec autorité. Le genre de femme qui commande sans élever la voix, qui critique en souriant, qui humilie en complimentant. « Camille, ma chérie, tu as pris du poids, n'est-ce pas? Ça te va bien? Tu avais l'air malade avant. » Camille baissait les yeux. Henri riait nerveusement. Moi, je serrais mon alliance sous la table. Car oui, j'avais encore mon alliance. Même après la mort de mon époux, Bernard, emporté par un infarctus brutal 12 ans plus tôt. Cette bague était tout ce qui me restait de lui, de nous. Du temps où Henri m'appelait encore pour me demander conseil. Au fil des mois, Geneviève a pris de plus en plus de place. Elle s'invitait au dimanche. Elle décidait des prénoms des enfants. Elle finançait les vacances et choisissait la destination. Camille obéissait. Henri souriait. Et moi, je devenais transparente. Un soir, après un dîner où Geneviève avait encore une fois parlé par-dessus moi, j'ai trouvé une vieille photo dans mon sac. Henri, à 7 ans, les mains pleines de terre, un sourire immense. Je l'ai glissée dans mon portefeuille. Depuis, je la garde toujours avec moi, comme un rappel, comme une prière. Le Henri que j'ai élevé existait encore quelque part. Mais où? 2 enfants sont nés, Léa et Antoine, beaux, blonds, timides. Geneviève les traitait comme des héritiers, Camille comme une gouvernante. Et moi, j'étais la grand-mère paternelle, celle qu'on invite par politesse. Un dimanche, j'ai apporté un gâteau au chocolat pour Léa. Elle adore le chocolat. Geneviève l'a repoussé avec dégoût. « Inès, vraiment, vous ne savez pas qu'elle est intolérante au lactose? Camille, tu ne lui as pas dit ?» Camille a rougi. Henri a détourné les yeux. J'ai souri. J'ai dit « Pardonnez-moi, je ne savais pas. » Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était de l'effacement. Elle voulait que je disparaisse, que je me taise, que je devienne invisible. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti la photo d'Henri enfant. Je l'ai posée près de mon thé, et j'ai pris une décision. Si mon fils ne voulait plus me protéger, alors je me protégerai moi-même. Et surtout, je protégerai son avenir, même s'il ne le voyait plus. Car j'avais remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Geneviève Dufresne avait trop d'argent pour une simple boutique de décoration. Avant Geneviève, il y avait la lumière. Je me souviens de notre maison à Neuilly, pas immense, mais lumineuse. Bernard l'avait choisie pour les fenêtres. Inès regarde comme le soleil entre partout. Le matin, l'odeur du café montait jusqu'à l'étage. Henri descendait en pyjama, les cheveux en bataille, et se blottissait contre moi en murmurant « Maman, tu sens la lavande. » C'était mon parfum, mon seul luxe. Une eau de lavande de Grasse que Bernard m'offrait chaque anniversaire. Ces dimanches-là, nous étions 3, juste 3, et c'était suffisant. Bernard travaillait dans l'édition. Pas riche, mais cultivé. Le soir, il lisait à Henri des passages de Dumas, de Hugo, de Saint-Exupéry. Henri s'endormait sur ses genoux, un livre ouvert sur le ventre. Moi, je brodais près de la fenêtre. Des nappes, des draps, des choses inutiles et belles. Bernard disait toujours « Inès, tu coûtes du temps dans le tissu. »
Je ne comprenais pas. Maintenant, si. Quand Henri a eu 18 ans, Bernard est parti. Un matin, un infarctus, sans prévenir, sans au revoir. J'ai gardé son alliance. La mienne aussi. Et pendant des mois, j'ai continué à mettre son couvert à table. Henri ne disait rien. Il mangeait en silence, les yeux rouges. Puis un jour, il a dit « Maman, papa aurait voulu qu'on vive. » Alors j'ai rangé le couvert, mais pas l'alliance. Les années ont passé. Henri a fait Sciences Po. Il était brillant, doux, attentionné. Il m'appelait tous les soirs. Il m'envoyait des cartes postales de ses voyages d'études. Il revenait le dimanche avec des fleurs. « Pour toi, maman. Parce que tu es la plus belle. » Je riais. Je disais « Henri, arrête, je suis une vieille femme. » Il répondait « Tu seras toujours belle pour moi. » Puis, à 32 ans, il a rencontré Camille. Au début, j'étais heureuse, vraiment. Camille était discrète, polie, cultivée. Elle travaillait dans une galerie d'art contemporain. Elle aimait Monet. Elle parlait doucement. Le premier dîner chez moi, elle m'a apporté des tulipes blanches. « Madame Morel, Henri m'a dit que vous aimiez les fleurs simples. » Mon cœur s'est ouvert. Elle a mangé mon poulet rôti en fermant les yeux. C'est délicieux, exactement comme ma grand-mère le faisait. Henri la regardait avec des yeux d'enfant amoureux. Et moi, j'ai pensé, « Bernard, tu vois, notre fils est heureux. Pendant 6 mois, nous avons été heureuses. Camille et moi, elle venait prendre le thé le jeudi. On parlait de livres, de peinture, de recettes. Elle me montrait des photos de son enfance. Une petite fille blonde, toujours seule, toujours trop sage. Ma mère était stricte, vous savez, mais elle m'aimait à sa façon. Je hochais la tête, je serrais sa main. Je ne savais pas encore. Un dimanche, Camille a dit « Inès, ma mère aimerait vous rencontrer. » Elle insiste. Henri a souri. « Ce serait bien, maman. Camille parle beaucoup de toi à sa mère. » J'ai accepté. Bien sûr, on ne refuse pas une belle-mère. On ne refuse pas l'amour de son fils. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le dimanche suivant, j'ai mis ma plus belle robe, bleu marine, sobre, élégante. J'ai apporté un bouquet de pivoines, les préférés de Bernard. Henri a sonné chez Geneviève, un appartement haussmannien dans le 16e. Marbre, lustre, moulure. La porte s'est ouverte et elle est apparue. Geneviève Dufresne. Cheveux gris impeccablement coiffés. Tailleur Chanel. Regard de glace. Elle m'a regardé de haut en bas. Puis elle a souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Madame Morel. Ravie. Entrez. J'ai tendu les pivoines. Elle les a prises et les a posées sur la console de l'entrée. Sans vase, sans eau. Comme si elles étaient déjà mortes. Ce jour-là, pendant le déjeuner, elle a monopolisé la conversation. Elle a parlé de ses voyages, de ses relations, de sa boutique prospère, de son défunt mari, un homme exceptionnel, président d'une société d'import-export. Camille ne disait rien. Elle mangeait sans lever les yeux. Henri souriait poliment. Et moi, je touchais mon alliance sous la table. À la fin du repas, Geneviève s'est tournée vers moi. « Alors, Inès, vous vivez seule à Neuilly, dans une si grande maison ?» J'ai répondu « Oui, c'est la maison de famille. Bernard et moi l'avons achetée il y a 35 ans. » Elle a incliné la tête. « 35 ans? Mon Dieu, ça doit coûter cher à entretenir. Vous travaillez ?» Henri a toussé. « Geneviève, maman a été professeure de lettres. Elle est à la retraite maintenant. » Geneviève a souri. « Ah, professeur, comme c'est modeste. » Le mot est resté suspendu. Modeste. Camille a rougi. Henri a changé de sujet. Mais moi, j'ai compris. Pour Geneviève Dufresne, je n'étais pas assez riche, pas assez influente, pas assez digne de son monde. En rentrant ce soir-là, j'ai retiré ma robe. J'ai sorti la photo d'Henri enfant. Je l'ai regardée longtemps. Et j'ai murmuré « Bernard, qu'est-ce que j'ai fait ?» Car au fond de moi, je le savais déjà. Cette femme n'allait pas disparaître. Elle venait d'entrer dans nos vies. Et elle avait l'intention d'y rester. Au début, c'était en de petites choses. Des choses qu'on remarque à peine. Des choses qu'on se dit « je me fais des idées ». Mais les fissures commencent toujours comme ça. Invisibles, silencieuses, jusqu'au jour où tout s'effondre. 3 mois après notre première rencontre, Geneviève a commencé à s'inviter. Pas physiquement, pas encore, mais au téléphone, dans les conversations, dans les décisions. Henri disait « Maman, Geneviève nous a trouvé un appartement magnifique dans le 7e. Elle connaît le propriétaire. » Ou « Geneviève pense que ce serait bien qu'on se marie en juin. Elle a déjà réservé le château. » Ou encore « Geneviève a proposé de payer la robe de Camille. Elle insiste. »
Geneviève, Geneviève, Geneviève. Son nom remplissait chaque phrase, chaque projet, chaque avenir. Et moi, je souriais. Je disais, c'est merveilleux, mon chéri. Elle est généreuse. Mais la nuit, dans mon lit vide, je tournais mon alliance autour de mon doigt. Bernard, aide-moi à comprendre. Le mariage a eu lieu en juin. Un château en Normandie. 200 invités, orchestre, champagne, millésimé. Geneviève avait tout organisé. Moi, j'étais assise au 3e rang. Pas au premier, pas à côté d'Henri. Au 3e rang, derrière les amis de Geneviève, derrière ses relations d'affaires. Quand Henri m'a vu, il a froncé les sourcils, il a murmuré quelque chose à Camille. Mais Geneviève est arrivée, souriante. « Inès, vous êtes parfaite ici. Vous voyez mieux la cérémonie de cet angle. » Henri a hoché la tête. Camille a détourné les yeux. Et moi, j'ai souri. J'ai souri pendant toute la cérémonie. Même quand Geneviève a pris Henri par le bras pour la première danse. Même quand elle a fait le discours à ma place. Même quand elle a dit, devant tout le monde, Camille a toujours été ma priorité. Et aujourd'hui, je gagne un fils. Un fils exceptionnel. Personne n'a mentionné que Henri avait déjà une mère. Les dimanches ont changé. Avant, Henri venait chez moi, seul ou avec Camille. On parlait, on riait, on mangeait mon poulet rôti. Maintenant, les dimanches se passaient chez Geneviève. C'est plus pratique, maman. Elle a plus de place. Et puis, elle aime cuisiner. J'ai dit, bien sûr, je comprends. Mais chaque dimanche, je mettais la table pour 3. Par habitude, par espoir. Et chaque dimanche, je la défaisais seule. Un jour, Henri m'a appelé. Maman, Camille est enceinte. Mon cœur a explosé de joie. Henri, mon Dieu, c'est merveilleux. Il a ri. Geneviève est aux anges. Elle a déjà acheté tout le mobilier pour la chambre. Le silence s'est installé. J'ai demandé, « Et moi, Henri, je peux t'aider? Acheter quelque chose pour le bébé ?» Il a hésité. Oui, bien sûr, on verra. Geneviève a déjà tout organisé, mais... Oui, bien sûr. J'ai raccroché. J'ai sorti la photo d'Henri enfant, ce petit garçon couvert de terre qui me disait « Maman, tu es la plus belle. » J'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Bernard. Léa est née en mars. Une petite fille magnifique, blonde, les yeux de son père. J'ai tricoté une couverture, en laine blanche, avec ses initiales brodées. Quand je suis arrivée à la maternité, Geneviève était déjà là. Elle tenait Léa, elle chantonnait, elle rayonnait. « Inès, regardez-la, ma petite fille, mon trésor. » Henri souriait. Camille dormait, épuisée. J'ai tendu la couverture. Je l'ai faite pour Léa. Geneviève l'a regardée. « Oh, c'est mignon. Mais j'ai déjà commandé toute sa garde-robe chez Bonpoint. Camille, tu l'arrangeras quelque part, d'accord ?» Henri n'a rien dit. J'ai pris Léa dans mes bras. Juste quelques minutes. Elle sentait le lait, le savon, la vie. J'ai murmuré « Je suis ta grand-mère, mon ange. Je serai toujours là. » Mais quand j'ai levé les yeux, Geneviève me regardait, avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Et j'ai compris. Elle aussi serait toujours là. Les mois ont passé. Puis les années. Geneviève s'occupait de tout. Les rendez-vous médicaux de Léa, les cours de musique, les vacances. Henri disait « Maman, Geneviève a proposé de garder Léa cet été. On pourrait partir en Grèce, Camille et moi. » Je répondais « Et moi, Henri, je pourrais la garder aussi. » Il hésitait. « Oui, mais Geneviève a une maison en Bretagne. Léa adore la mer. Toujours Geneviève. » Un soir, j'ai trouvé la couverture que j'avais tricotée pour Léa, dans une brocante, avec l'étiquette encore attachée « Fait main, 5 €. J'ai appelé Henri en tremblant. « Henri, la couverture de Léa, je l'ai vue dans une brocante. » Il a soupiré. « Maman, Camille a fait du tri. On manquait de place. » J'ai murmuré. « Mais je l'avais faite pour elle. Je sais, maman. Mais il faut comprendre. » Comprendre quoi? Que je n'avais plus de place. Que mes cadeaux étaient encombrants. Que mon amour était de trop. Cette nuit-là, j'ai regardé la photo d'Henri enfant. Longtemps. Et pour la première fois, j'ai pensé, et si je n'étais plus la bienvenue dans la vie de mon propre fils? Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas encore. Pas tant que Henri respirait. Alors, j'ai pris une décision. Si je ne pouvais plus être proche de lui, je le protégerais de loin. Et pour ça, il fallait que je sache qui était vraiment Geneviève Dufresne. Pendant 6 mois, j'ai continué à sourire, à dire oui, à m'excuser, à disparaître quand il le fallait. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On garde la paix, on protège l'harmonie, on s'efface pour que les autres puissent briller. Mais la nuit, seule dans ma maison de Neuilly, je ne dormais plus.
Je réfléchissais. Geneviève Dufresne, veuve depuis 15 ans, propriétaire d'une boutique de décoration dans le 16e arrondissement. Mais cette boutique, je l'avais visitée une fois, discrètement, sans me faire remarquer. Petite, élégante, quelques meubles anciens, quelques objets design. Rien qui justifie un appartement haussmannien, un château en Normandie pour un mariage, des vacances à Santorin chaque été. D'où venait cet argent? Un dimanche, pendant le déjeuner chez Geneviève, j'ai observé. J'ai fait ce que personne ne faisait. J'ai regardé, vraiment regardé. Les tableaux au mur, pas des reproductions, des originaux, le service en porcelaine, Limoges, ancien, une fortune. Les bijoux à son poignet, discrets mais précieux. Or blanc, diamant. Henri parlait de son travail. Camille nourrissait Antoine. Léa jouait dans le salon. Personne ne remarquait. Mais moi, si. Pendant le dessert, Geneviève a reçu un appel. Elle s'est excusée. Elle est sortie sur le balcon. J'ai vu ses lèvres bouger. Son visage s'est durci. Elle a raccroché brusquement. Quand elle est revenue, elle souriait. Comme toujours. Pardonnez-moi. Un problème avec un fournisseur. Vous savez ce que c'est. Mais ses mains tremblaient légèrement. Et moi, j'ai touché mon alliance sous la table. Bernard, guide-moi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai cherché dans les pages jaunes. Détective privé. Investigation discrète. Mon cœur battait si fort que j'ai dû m'asseoir. Était-ce vraiment moi? Inès Morel, professeure de lettres à la retraite, veuve respectable qui allait espionner quelqu'un? J'ai regardé la photo d'Henri enfant sur la table. Ce petit garçon qui me disait « Maman, tu es la plus forte ». Et j'ai pris le téléphone. Le cabinet s'appelait Durand & Associés. Discret, professionnel. Un homme a répondu, voix calme, rassurante. Cabinet Durand, bonjour. J'ai hésité, puis j'ai dit, bonjour, j'aimerais des renseignements sur quelqu'un. Quel type de renseignements, madame? J'ai fermé les yeux. Financier, professionnel, je dois savoir d'où vient l'argent de cette personne. Un silence. Madame, pourriez-vous passer au cabinet? Nous ne discutons pas de ces sujets par téléphone. J'ai accepté. Rendez-vous le jeudi suivant, 14 heures, rue de Courcelles. Le jeudi, j'ai mis ma plus belle robe, la bleu marine, celle du mariage d'Henri. J'ai pris mon sac, mon alliance, la photo d'Henri enfant dans mon portefeuille. Et je suis parti. Le cabinet était sobre. Mur gris, mobilier moderne, pas d'enseigne voyante. Un homme m'a reçu. La cinquantaine. Costume sobre, regard perçant. Monsieur Durand. Asseyez-vous, madame? Morel. Inès Morel. Il a ouvert un dossier vierge. Alors, madame Morel, parlez-moi de cette personne. J'ai respiré profondément. Elle s'appelle Geneviève Dufresne, 68 ans, veuve. Elle vit dans le 16e arrondissement. Elle possède une boutique de décoration. Monsieur Durand prenait des notes. Et qu'est-ce qui vous intrigue chez madame Dufresne? J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. Elle a trop d'argent. Beaucoup trop. Pour une simple boutique. Il a levé les yeux. Vous pensez à quoi? Héritage? Placement? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Mais quelque chose ne va pas. Elle contrôle tout. Elle manipule ma belle-fille. Elle éloigne mon fils de moi. Et ma voix s'est brisée. Je veux juste protéger mon fils. Monsieur Durand a refermé son stylo. Il m'a regardé avec bienveillance. Madame Morel, je comprends. Mais vous devez savoir, ce type d'enquête peut prendre du temps. Et elle peut révéler des choses difficiles. Êtes-vous prête à ça? J'ai sorti la photo d'Henri de mon portefeuille. Je l'ai posée sur le bureau. Monsieur Durand, c'est mon fils unique, mon seul enfant, mon seul trésor. Je suis prête à tout. Il a regardé la photo longtemps. Puis, il a hoché la tête. Très bien. Je vais avoir besoin de tous les détails que vous avez. Adresse exacte, nom de la boutique, informations sur son défunt mari. Tout. Pendant 2 heures, j'ai tout raconté. Les voyages, les bijoux, l'appartement, le château pour le mariage, les coups de téléphone étranges. Monsieur Durand notait, calmement, méthodiquement. À la fin, il a dit « Je vais commencer par les registres publics, société, propriété, déclaration fiscale si possible. Ensuite, on verra. Combien de temps? Quelques semaines? Peut-être 2 mois? Soyez patiente, madame Morel. J'ai payé les arts. 3 000 €, presque toute mon épargne du mois. Mais qu'est-ce que l'argent face à l'avenir de son enfant? En sortant du cabinet, j'ai respiré l'air froid de novembre.
Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose d'étrange. De l'espoir. Pas l'espoir naïf. Non. L'espoir de la vérité, de la justice, de la lumière. Le dimanche suivant, je suis retournée chez Geneviève. Elle m'a accueillie avec son sourire glacé. « Inès, quelle surprise! Vous avez l'air reposée ?» J'ai souri. « Oui, je dors mieux ces derniers temps. » Ce n'était pas un mensonge, parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. J'avais quelqu'un qui cherchait, quelqu'un qui regardait, quelqu'un qui, peut-être, allait enfin révéler qui était vraiment Geneviève Dufresne. Et en attendant, j'allais continuer à sourire, à observer, à me taire. Parce que les chasseurs les plus dangereux sont ceux qu'on ne voit jamais venir. L'attente est une forme de torture que personne ne voit. On sourit, on vit, on respire. Mais à l'intérieur, chaque seconde est une question. Ont-ils trouvé quelque chose? Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je me réveillais chaque matin en pensant « aujourd'hui, peut-être ». Je vérifiais ma boîte aux lettres 3 fois par jour, mon téléphone toutes les heures, rien. Pendant ce temps, la vie continuait. Les dimanches chez Geneviève, les sourires forcés, les silences de plus en plus lourds. Henri semblait fatigué, Camille encore plus effacée. Les enfants grandissaient sous le regard omniscient de leur grand-mère maternelle. Et moi j'étais devenue une ombre. Un dimanche, en novembre, il a plu. Cette pluie froide et grise qui rend Paris encore plus triste. J'étais chez Geneviève, comme d'habitude, assise au bout de la table, la place la moins importante, celle qu'on donne aux invités qu'on tolère. Geneviève parlait de son prochain voyage. Santorin en décembre, c'est magnifique hors saison. J'ai réservé une villa pour Camille, Henri et les enfants. Henri a souri. C'est généreux, Geneviève, vraiment. J'ai demandé doucement. Et moi, Henri, je pourrais peut-être venir aussi? Je n'ai jamais vu la Grèce. Le silence s'est installé. Geneviève a souri. Ce sourire. Oh, Inès, vous savez, la villa n'a que 4 chambres. Et avec les enfants, ce serait un peu serré. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Henri n'a rien dit. Camille a baissé les yeux. J'ai hoché la tête. Bien sûr, je comprends. Et sous la table, j'ai tourné mon alliance. Encore et encore. Bernard, donne-moi la force. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Papier craft, pas de timbre, déposé à la main. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert la porte en tremblant. J'ai posé mon manteau. J'ai fait du thé. Puis, assise près de la fenêtre, j'ai ouvert l'enveloppe. Cabinet Durand & Associés, rapport préliminaire, confidentiel. Madame Morel, voici les premières informations concernant Geneviève Dufresne. Situation familiale, mariée en 1978 à Philippe Dufresne, décédé en 2010. Entrepreneur dans l'import-export. Une fille, Camille Dufresne, née en 1982. Propriété, appartement haussmannien, 16e arrondissement, valeur estimée, 1 200 000 €, château en Normandie, propriété familiale héritée du mari, boutique de décoration, Maison Dufresne, rue de Passy. Première observation, les revenus déclarés de la boutique sont modestes, environ 50 000 € annuels. Cependant, Madame Dufresne effectue des virements mensuels importants depuis un compte aux Pays-Bas. Montant moyen, 15 000 € par mois. Question en suspens. D'où provient cet argent? Nous poursuivons l'enquête. Nous vous tiendrons informés. Cordialement, A. Durand. J'ai relu le rapport 3 fois. 15 000 € par mois, d'un compte aux Pays-Bas. Mon cœur battait si fort que j'ai dû poser la main sur ma poitrine. J'ai sorti la photo d'Henri enfant. Je l'ai regardé longtemps. Mon fils est en train d'élever ses enfants avec l'argent d'une femme qui ment. Mais je ne pouvais rien dire. Pas encore. Pas sans preuve solide. Alors j'ai rangé le rapport dans un tiroir fermé à clé et j'ai attendu. 3 semaines plus tard, une deuxième enveloppe est arrivée. Cette fois, elle était plus épaisse. À l'intérieur, des photocopies, des relevés bancaires, des noms de sociétés et une note manuscrite de M. Durand. Madame Morel, nous avons trouvé quelque chose. Appelez-moi dès que possible. C'est important. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet. M. Durand a décroché immédiatement. Madame Morel, merci de me rappeler. Pouvez-vous passer au cabinet cet après-midi? Oui, bien sûr. Qu'avez-vous trouvé? Un silence. Je préfère vous montrer en personne. 15 heures, ça vous convient? À 15 heures précises, j'étais assise dans le bureau de M. Durand. Il a posé un dossier épais sur la table. Madame Morel, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas anodin. Êtes-vous prête? J'ai serré mon sac contre moi.
À l'intérieur, la photo d'Henri enfant. Je suis prête. Il a ouvert le dossier. Geneviève Dufresne. Nous avons retracé l'origine de ces virements. Ils proviennent d'une société enregistrée à Amsterdam. Dufresne International Trading. C'était la société de son mari? Oui. Officiellement, elle a été dissoute en 2011, un an après la mort de Philippe Dufresne. Mais il a sorti un document. En réalité, la société existe toujours. Sous un autre nom, Nordic Imports BV, Madame Dufresne en est l'actionnaire majoritaire. Je ne comprenais pas. Quel est le problème? Elle a hérité de la société de son mari, non? Monsieur Durand a secoué la tête. Le problème, Madame Morel, c'est la nature de cette société. Il a posé une autre série de documents devant moi. Nordic Imports BV est une société écran. Elle sert à importer des marchandises d'Asie vers l'Europe, principalement de la contrefaçon. Mon sang s'est glacé. De la contrefaçon? Oui, sacs de luxe, montres, parfums, produits de marque vendus comme authentiques mais fabriqués illégalement. Il a sorti des photos, des entrepôts, des caisses, des logos de grandes marques. Ces produits sont ensuite vendus via des circuits parallèles. Boutiques, marchés, Internet. Madame Dufresne touche des commissions importantes. J'avais du mal à respirer. Vous êtes en train de me dire que Geneviève Dufresne gagne sa vie en vendant de la contrefaçon? Oui, et ce n'est pas tout. Il a sorti un autre document. Elle n'a jamais déclaré ses revenus en France. Évasion fiscale. Si les autorités découvrent ça, il n'a pas terminé sa phrase. Mais je comprenais. Prison. Saisie des biens. Scandale. Je suis restée silencieuse. Longtemps. Monsieur Durand a refermé le dossier. Madame Morel, qu'allez-vous faire de ces informations? J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait encore. Je ne sais pas. Vous pourriez alerter les autorités. Anonymement. J'ai secoué la tête. Et détruire la vie de mon fils, de ma belle-fille, de mes petits-enfants? Monsieur Durand a hoché la tête. Je comprends. Mais vous devez savoir une chose. Cette femme joue avec le feu. Et tôt ou tard, elle se brûlera. En sortant du cabinet, j'ai marché longtemps sous la pluie. Je pensais à Henri, à Camille, à Léa et Antoine. Ils vivaient dans le luxe offert par une femme qui mentait, qui trichait, qui fraudait. Et Henri ne savait rien. Ce soir-là, j'ai appelé Henri. « Mon chéri, ça va? »« Oui, maman. Fatigué, mais ça va. »« Henri, est-ce que tu es heureux ?» Un silence. « Pourquoi tu me demandes ça? »« Parce que je suis ta mère et que je t'aime. » Il a soupiré. « Je sais, maman. Oui, je suis heureux. Camille va bien. Les enfants grandissent. Tout va bien. » Mais sa voix sonnait faux, comme celle d'un homme qui répète une leçon apprise. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti le dossier de Monsieur Durand et la photo d'Henri enfant. Je les ai posés côte à côte. D'un côté, l'innocence. De l'autre, la vérité. Et entre les deux, moi. Une mère qui devait choisir. Les semaines suivantes, j'ai continué à observer. Discrètement, silencieusement. Geneviève recevait souvent des appels pendant les repas. Elle sortait toujours sur le balcon. Elle parlait à voix basse. Un dimanche, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Je suis passée près du balcon. J'ai entendu des bribes de conversation. Non, pas avant janvier. Les caisses arrivent au port du Havre. Oui, comme d'habitude. Mon cœur battait si fort. Un autre dimanche, Léa m'a montré un nouveau sac. Regarde, mémé Inès, mamie Geneviève me l'a offert. C'est un vrai Chanel. J'ai pris le sac. Je l'ai retourné. J'ai regardé la couture. Le logo. C'était une contrefaçon. Une bonne contrefaçon. Mais une contrefaçon quand même. Geneviève offrait à ma petite fille des produits illégaux. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond pendant des heures et j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas détruire Geneviève tout de suite, pas sans détruire ma famille, mais je pouvais préparer le terrain. Je pouvais rassembler encore plus de preuves, les garder en sécurité et attendre le bon moment. Parce que les femmes comme Geneviève finissent toujours par faire une erreur. Et ce jour-là, je serai prête. 2 mois plus tard, une 3e enveloppe est arrivée. Monsieur Durand avait continué l'enquête, sans que je le lui demande. À l'intérieur, des photos, des documents douaniers, des relevés bancaires supplémentaires et une note. Madame Morel, nous avons tout ce qu'il faut. Si vous décidez d'agir, ces preuves sont suffisantes pour une condamnation. Mais la décision vous appartient. Prenez votre temps. J'ai rangé l'enveloppe avec les autres, dans le tiroir fermé à clé, et j'ai continué ma vie. Sourire au dimanche, silence aux humiliations, patience. Mais un dimanche de décembre, tout a basculé.
Geneviève avait organisé un grand déjeuner. Toute la famille, quelques amis proches, elle rayonnait, elle riait, elle racontait ses voyages, ses succès, sa générosité. Et moi, j'étais assise au bout de la table, invisible. À la fin du repas, Léa a renversé son verre de jus d'orange. Sur ma robe, la bleu marine, celle du mariage d'Henri. « Oh, pardon, mémé Inès. » J'ai souri. « Ce n'est rien, mon ange. Ce n'est qu'une robe. » Mais Geneviève a ri. Pas un rire méchant. Pire, un rire condescendant. « Inès, vous devriez faire attention. Cette robe a l'air ancienne. Elle doit avoir de la valeur. Sentimentale. » Les invités ont ri poliment. Henri a détourné les yeux. Camille s'est levée pour nettoyer. Et moi j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai retiré la robe tachée. Je l'ai regardée longtemps. Bernard l'aimait. Henri la trouvait élégante. Maintenant, elle était souillée, comme tout le reste. J'ai sorti les 3 enveloppes du tiroir. Je les ai ouvertes. J'ai étalé tous les documents sur la table de la cuisine. Relevés bancaires, photos d'entrepôt, noms de société, preuves de contrefaçon, évasion fiscale. Tout était là. Et j'ai compris. Je ne pouvais pas sauver Henri en restant silencieuse. Je ne pouvais pas protéger mes petits-enfants en souriant. Je ne pouvais pas honorer la mémoire de Bernard en acceptant l'inacceptable. Alors j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Monsieur Durand. Continuez l'enquête, rassemblez tout, absolument tout. Je veux un dossier complet, implacable. Je ne veux laisser aucune place au doute. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. Entendu, Madame Morel. Donnez-moi encore un mois. Vous aurez tout ce qu'il faut. J'ai posé le téléphone. J'ai sorti la photo d'Henri enfant. Je l'ai embrassé. Pardon, mon chéri, mais ta mère ne t'abandonnera jamais, même si tu ne le vois plus. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Pas de tristesse, pas de résignation, un sourire de détermination, parce que la guerre n'était pas finie. Elle commençait à peine. Janvier. Le mois le plus froid de l'année, celui où Paris se replie sur elle-même, où les gens marchent tête baissée, où même la lumière semble hésiter à entrer par les fenêtres. Moi, j'attendais. Chaque matin, je vérifiais ma boîte aux lettres avec le même espoir inquiet. Chaque soir, je me couchais avec le même poids sur la poitrine. Bientôt, Bernard, bientôt je saurai tout. La 4e enveloppe est arrivée un jeudi matin, plus épaisse que les autres, beaucoup plus épaisse. Je l'ai montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai tiré les rideaux, puis je me suis assise sur mon lit, l'enveloppe sur mes genoux. J'ai touché mon alliance. J'ai sorti la photo d'Henri de mon portefeuille, je l'ai posée à côté de moi, et j'ai ouvert l'enveloppe. Cabinet Durand & Associés, rapport final, strictement confidentiel dossier, Geneviève Dufresne, Madame Morel. Voici le dossier complet concernant Geneviève Marie Dufresne, née Lavelle en 1957. Après 4 mois d'enquête approfondie, nous avons rassemblé les éléments suivants. I. Activité commerciale illégale. Geneviève Dufresne dirige, via des sociétés écrans enregistrées aux Pays-Bas et au Luxembourg, un réseau d'importation et de distribution de produits contrefaits. Marchandises concernées, maroquinerie de luxe, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, montres, Rolex, Cartier, Patek Philippe, parfums et cosmétiques, vêtements de grandes marques. Origine des produits, Chine et Turquie, importés via le port du Havre sous fausse déclaration douanière. Volume estimé, entre 200 000 et 400 000 euros de marchandises par trimestre. Bénéfices annuels estimés, entre 600 000 et 1 million d'euros, non déclarés au fisc français. 2. Évasion fiscale. Madame Dufresne n'a déclaré aucun revenu provenant de ses activités depuis 2011. Elle utilise des comptes bancaires aux Pays-Bas et au Luxembourg pour dissimuler ses profits. Montant total estimé dissimulé sur 15 ans, entre 8 et 12 millions d'euros. 3. Blanchiment d'argent. L'argent des activités illégales est blanchi via sa boutique Maison Dufresne, fausse facture, des investissements immobiliers, achats-reventes, des dons à des associations avec récupération partielle via des circuits détournés. 4. Complicité. Madame Dufresne travaille avec un réseau de distributeurs en France et en Belgique, des transitaires corrompus au port du Havre, un comptable néerlandais spécialisé dans l'optimisation fiscale agressive. Nom du comptable, Pieter van der Meer, cabinet Van der Meer & Partners, Amsterdam. V. Risque juridique. Si les autorités françaises et européennes découvrent ces activités, Madame Dufresne encourt
Poursuite pour contrefaçon, jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Poursuite pour fraude fiscale, jusqu'à 7 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Poursuite pour blanchiment d'argent, jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Saisie de tous ses biens. Interdiction d'exercer toute activité commerciale 6. Annexe. Jointe à ce rapport, 83 pages de relevés bancaires, photos des entrepôts de stockage, enregistrement de conversations téléphoniques obtenues légalement, copie de documents douaniers falsifiés, liste complète des sociétés écrans, organigramme du réseau. Ce dossier constitue un ensemble de preuves suffisant pour une condamnation. Madame Morel, la décision vous appartient désormais. Nous restons à votre disposition pour toute question. Cordialement, Alain Durand, détective privé agréé. J'ai reposé le document. Mes mains tremblaient. J'ai relu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 8 à 12 millions d'euros. 10 ans de prison. Saisie de tous ses biens. J'ai regardé la photo d'Henri, ce petit garçon aux mains pleines de terre. Ce petit garçon qui me disait « Maman, tu es la plus forte ». Et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de joie, de douleur, parce que je comprenais maintenant. Les vacances à Santorin, payées avec de l'argent sale, le château pour le mariage, acheté avec de l'argent sale, les cadeaux pour Léa et Antoine, financés avec de l'argent sale. Tout ce que Geneviève avait offert à ma famille était bâti sur le mensonge, sur le crime, sur la trahison. Et Henri ne savait rien. Mon fils, honnête, travailleur, intègre, vivait dans le luxe offert par une criminelle. Et Camille, cette pauvre Camille, si fragile, si effacée, était-elle au courant? Était-elle complice? Ou était-elle, elle aussi, une victime de sa mère? Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, il neigeait. De gros flocons lents qui tombaient sur les toits de Neuilly. J'ai touché mon alliance. J'ai fermé les yeux. Bernard, qu'est-ce que je dois faire? J'avais le pouvoir de détruire Geneviève. Un seul coup de téléphone. Une seule lettre anonyme aux autorités fiscales. Et tout s'effondrerait. Geneviève en prison. Ses biens saisis. Le scandale. Mais à quel prix? Henri perdrait tout. Pas son argent. Il gagnait bien sa vie. Mais sa réputation. Son nom. Sa belle famille serait déchue. Ses enfants grandiraient avec la honte. Ton grand-père et ta grand-mère maternelle étaient des criminels. Je suis retourné m'asseoir sur le lit. J'ai ouvert le dossier à nouveau. J'ai regardé les photos des entrepôts, les caisses remplies de faux sacs Hermès, les faux parfums Chanel. J'ai lu les relevés bancaires, les virements, les montants hallucinants. Et j'ai compris quelque chose d'autre. Geneviève n'allait pas s'arrêter. Elle continuerait, encore et encore, parce que l'argent, pour elle, n'était pas seulement de l'argent. C'était du pouvoir, du contrôle, de la domination. J'ai pensé à Léa, à Antoine. Ils grandissaient dans ce monde, dans cette illusion dorée. Un jour, ils découvriraient la vérité. Et ce jour-là, que penseraient-ils de leur père, qui n'avait rien vu? Que penseraient-ils d'Henri, qui avait accepté tous ces cadeaux sans jamais poser de questions? J'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai écrit « Henri, si un jour tu lis cette lettre, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. Je t'ai élevé dans l'honnêteté, dans la dignité, dans le respect des autres. Si je dois un jour te faire de la peine pour te protéger, pardonne-moi. Mais je ne laisserai jamais personne détruire ce que ton père et moi avons construit. Je t'aime, maman. » J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans le dossier, et j'ai tout rangé dans le tiroir fermé à clé. Puis je me suis regardée dans le miroir. Inès Morel, 73 ans, veuve, professeure de lettres à la retraite. Une femme que personne ne remarquait. Une femme qu'on plaçait au bout de la table. Une femme qu'on excluait des voyages. Une femme dont on jetait les cadeaux à la brocante. Mais une femme qui savait. Et le savoir, c'est du pouvoir. Le dimanche suivant, je suis retournée chez Geneviève. Elle m'a accueillie avec son sourire habituel. Inès, toujours ponctuelle. Entrez. Je suis entrée. J'ai embrassé Camille. J'ai serré Henri dans mes bras. Il avait l'air si fatigué. J'ai joué avec Léa et Antoine. Et pendant tout le repas, j'ai observé Geneviève. Elle riait, elle parlait, elle commandait. Elle portait un nouveau bracelet, or blanc, diamant. Un vrai ou un faux qu'elle faisait passer pour vrai? Je ne savais plus. À un moment, son téléphone a sonné. Elle s'est excusée. Elle est sortie sur le balcon. J'ai fait semblant de chercher quelque chose dans mon sac, mais je tendais l'oreille. Oui, non, pas avant mars. Les douanes sont vigilantes en ce moment. Attendez mon signal. Elle est revenue, souriante. Désolée. Un fournisseur difficile.
Vous savez ce que c'est. J'ai souri. Oh oui, je sais. Ce soir-là, en rentrant, j'ai relu le dossier une dernière fois. J'ai compté les pages. 83 pages de preuves. 83 raisons de détruire Geneviève Dufresne. Mais aussi 83 raisons d'hésiter. Alors, j'ai pris une autre décision. Je n'allais pas agir maintenant. Pas encore. J'allais attendre, observer, préparer. Parce qu'une femme comme Geneviève finit toujours par commettre une erreur visible, publique, impardonnable. Et ce jour-là, je serai prête, avec mes 83 pages, avec mon silence, avec ma patience. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Février est arrivé, puis mars. Les dimanches continuaient, les humiliations aussi. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'avais plus peur, je n'avais plus honte. J'attendais, comme on attend l'orage après avoir vu les nuages noirs s'accumuler. Et puis, un dimanche d'avril, c'est arrivé. Ce dimanche-là, pendant le déjeuner, Geneviève a franchi la ligne. Une ligne qu'on ne franchit jamais. Une ligne qui scelle les destins. Mais je vous raconterai ça au prochain chapitre, parce que certaines histoires ont besoin d'être racontées lentement. Certaines vérités ont besoin de silence avant l'explosion. Et certaines mères doivent respirer avant de frapper. Ce dimanche d'avril restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Pas parce qu'il faisait beau, pas parce que c'était un jour spécial, mais parce que c'est le jour où j'ai compris que certaines humiliations ne se pardonnent pas et que certains silences doivent prendre fin. Ce matin-là, j'ai hésité à y aller. J'étais fatiguée des sourires forcés, fatiguée de me faire petite, fatiguée de porter seule le poids de ce que je savais. Le dossier était toujours dans mon tiroir. 83 pages, 4 mois de ma vie, 4 mois à espérer que je n'aurais jamais à m'en servir. J'ai regardé la photo d'Henri. J'ai touché mon alliance. Encore un dimanche, Bernard, un seul. Alors j'ai mis ma robe bleu marine, celle qui avait été tachée, que j'avais fait nettoyer. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Et je suis partie. Chez Geneviève, tout semblait normal. L'appartement immaculé, la table dressée avec le service en porcelaine de Limoges, les fleurs fraîches dans les vases. Camille m'a ouvert. Elle avait l'air encore plus fatiguée que d'habitude. Des cernes sous les yeux. Un sourire qui n'atteignait pas son regard. « Bonjour Inès. Entrez. » Henri était au salon avec les enfants. Léa dessinait. Antoine jouait aux cartes. « Maman !» Il s'est levé pour m'embrasser. J'ai senti son eau de Cologne, la même que celle de Bernard autrefois. Mon cœur s'est serré. « Mon chéri, tu as l'air fatigué. Beaucoup de travail en ce moment. Mais ça va. Et toi? Ça va. » Mensonge. Mais on ment souvent pour protéger ceux qu'on aime. Geneviève est apparue, rayonnante, tailleur crème, collier de perles, maquillage impeccable. « Inès, quelle joie de vous voir. Vous avez l'air reposée. » Elle mentait aussi. Mais elle, c'était par condescendance. « Merci Geneviève, vous êtes très élégante. » Elle a souri. « Oh, ce vieux tailleur. Je l'ai depuis des années. » Mensonge numéro 2. Je reconnaissais l'étiquette Chanel, collection actuelle. 4 000 € minimum. Payé avec quel argent? Celui de la contrefaçon? Celui des fausses factures? J'ai souri. Je me suis tue. Le déjeuner a commencé normalement. Entrée, terrine de saumon, plat, gigot d'agneau, fromage, dessert prévu, tarte tatin. Geneviève parlait, comme toujours, de ses projets, de son prochain voyage en Italie, de la nouvelle école privée qu'elle avait trouvée pour Léa. Une école extraordinaire, bilingue, les meilleurs professeurs. J'ai déjà payé les frais d'inscription. Henri a souri. C'est très généreux, Geneviève. Vraiment? Camille acquiesçait en silence. Moi, je mangeais, sans parler, invisible. Puis, au milieu du repas, Léa a posé une question. Mamie Geneviève, pourquoi mémé Inès ne vient jamais en vacances avec nous? Le silence s'est installé. Geneviève a ri. Ce petit rire cristallin qui cachait tant de mépris. Oh, ma chérie, mémé Inès préfère rester chez elle. Elle est plus à l'aise dans son petit monde. N'est-ce pas, Inès? Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mon cœur battre plus fort, mais j'ai gardé mon calme. En fait, Léa, j'adorerais venir en vacances avec vous, mais on ne m'a jamais vraiment invitée. Le silence s'est alourdi. Henri a toussé. Maman? Geneviève a posé sa fourchette. Son sourire s'est figé. Inès, voyons, ce n'est pas une question d'invitation. C'est simplement que, enfin, vous comprenez. Les voyages que nous organisons sont, comment dire, plutôt pour les jeunes. J'ai senti quelque chose se tendre en moi.
J'ai 73 ans, Geneviève, pas 90. Elle a ri à nouveau. Mais cette fois, son rire était plus sec. Oh, je sais, mais vous devez comprendre, ces voyages coûtent cher, et je ne voudrais pas vous embarrasser. Le coup était là, direct, précis. M'embarrasser? Eh bien oui, vous êtes à la retraite, avec une petite pension de professeur. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de participer financièrement. Camille a baissé les yeux. Henri a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et moi, j'ai senti la rage monter. Pas une rage explosive, une rage froide, calculée. Geneviève, je ne vous ai jamais demandé de payer pour moi. Elle a souri. Bien sûr que non. Mais vous savez, Inès, dans la vie, il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et c'est très bien ainsi. Chacun son rôle. J'ai posé ma fourchette. Quel est mon rôle selon vous? Elle a incliné la tête, faussement surprise. Eh bien, vous êtes la grand-mère d'Henri. C'est un rôle important, non? Et vous? Quel est votre rôle? Son sourire s'est durci. Moi, je suis celle qui prend soin de cette famille, qui finance leur confort, qui leur offre une vie meilleure. J'ai senti mes doigts trembler. Je les ai posés sur mes genoux. J'ai touché mon alliance. Avec quel argent, Geneviève? Le silence est devenu pesant. Henri a froncé les sourcils. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Geneviève m'a regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la peur. Elle savait que je savais. Mais elle a repris contenance immédiatement. Avec l'argent de mon travail, Inès, de mes affaires, de mes investissements. Pourquoi cette question? J'ai hésité. J'aurais pu tout dire. Là, maintenant, devant Henri, devant Camille, devant les enfants. J'aurais pu sortir le dossier de mon sac et le poser sur la table. Voilà qui tu es vraiment, Geneviève. Voilà d'où vient ton argent. Mais j'ai regardé Léa, Antoine, ces deux petits visages innocents, et je me suis tue. Geneviève a souri, un sourire de victoire. Vous voyez, Henri, votre mère pose des questions étranges. Je crois qu'elle ne se sent pas bien. Henri m'a regardé, inquiet. Maman, ça va? Tu veux qu'on rentre? J'ai secoué la tête. Ça va, mon chéri. Excuse-moi. Le repas a continué, mais l'atmosphère avait changé. Geneviève me regardait différemment, avec méfiance, avec calcul. Elle savait que j'étais dangereuse, mais elle ne savait pas à quel point. Puis est venu le dessert. Camille a apporté la tarte tatin, dorée, parfumée, magnifique. Geneviève a servi tout le monde, avec son sourire retrouvé. Voilà, une part pour Henri, une pour Camille, une pour chacun des enfants. Elle m'a regardée. Et une petite part pour Inès. Vous faites attention à votre ligne, n'est-ce pas? Elle m'a servi une part minuscule, ridicule. Les enfants ont ri. Henri a détourné les yeux. Camille a rougi. Et moi, j'ai souri. Merci, Geneviève. C'est parfait. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Geneviève a pris la carafe d'eau. Elle a rempli mon verre. Et en le posant devant moi, elle a, accidentellement, renversé quelques gouttes dans mon assiette. Oh, pardon, Inès. Comme je suis maladroite. J'ai regardé mon assiette. La tarte était détrempée. Ce n'est rien. Elle a souri. Attendez, je vais vous en donner une autre part. Elle a repris mon assiette. Elle l'a portée vers la cuisine. Et c'est là que ça s'est produit. En revenant avec une nouvelle assiette, Geneviève s'est penchée vers moi. Elle a posé l'assiette devant moi. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Puis, lentement, délibérément, elle a craché. Pas sur le sol, pas dans un mouchoir. Dans mon assiette, un crachat visible. Épais, dégradant, et elle a dit, avec un sourire glacé, « C'est ce que vous méritez. » Le temps s'est arrêté. Camille a porté sa main à sa bouche, horrifiée. Les enfants ont cessé de manger, les yeux écarquillés. Et Henri s'est levé à moitié. « Geneviève, qu'est-ce que… » Mais Geneviève l'a coupé d'un regard. « Henri, assieds-toi. Ta mère a besoin d'apprendre à rester à sa place. » Henri a ouvert la bouche, puis il s'est tourné vers moi. Et il a dit les mots qui ont brisé mon cœur. « Maman, tiens-toi bien, ne la provoque pas. » Pas elle, moi. C'est moi qu'il fallait calmer, moi qu'il fallait corriger, pas la femme qui venait de me cracher dessus. J'ai regardé mon fils, ce petit garçon que j'avais porté, nourri, élevé, aimé. Ce petit garçon qui me disait « Maman, tu es la plus forte ». Et il ne me reconnaissait plus. Il avait choisi, pas moi, eux. Alors je me suis levée, calmement, lentement. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai pris mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Tous les regards étaient sur moi. Geneviève souriait, triomphante. Henri me regardait, gêné. Camille pleurait silencieusement. Les enfants ne comprenaient pas. J'ai ouvert mes messages.
J'ai trouvé le contact de Monsieur Durand et j'ai écrit, d'une main parfaitement stable, « Exécuter le plan ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai regardé Geneviève. Je l'ai regardée longtemps, sans dire un mot. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais montré avant. De la peur, parce qu'elle comprenait. Elle venait de commettre une erreur impardonnable. Je me suis tournée vers Henri. « Henri, mon chéri, je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours, mais je ne peux plus rester ici. Maman, attends. Non, ne dis rien, tu as fait ton choix. » J'ai embrassé Léa et Antoine. « Grand-mère vous aime, mes anges. N'oubliez jamais ça. » Et je suis partie. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai descendu l'escalier, j'ai traversé la cour. Personne ne m'a suivi, personne n'a couru derrière moi, personne n'a dit « Inès, restez, nous sommes désolés. » Dehors, il faisait beau, un beau dimanche de printemps, les arbres en fleurs, les oiseaux qui chantaient. Et moi, je marchais, les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne les essuyais pas, je laissais couler, parce que certaines douleurs doivent sortir. En arrivant chez moi, j'ai retiré ma robe bleu marine. Cette robe, celle du mariage d'Henri, celle que j'avais mise tant de fois. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans un placard. Je ne la porterai plus jamais. J'ai sorti le dossier du tiroir, 83 pages, 4 mois d'enquête, toute la vérité sur Geneviève Dufresne. Et j'ai pensé, tu as voulu la guerre, Geneviève, tu vas la voir. Mon téléphone a vibré. Un message de Monsieur Durand. Message reçu, Madame Morel. Nous commençons les démarches demain matin. Les autorités fiscales et douanières seront informées de manière anonyme. Le dossier complet sera transmis. Êtes-vous certaine? J'ai regardé la photo d'Henri enfant. Une dernière fois. J'ai touché mon alliance. Pardon, mon fils, mais ta mère ne t'abandonnera jamais, même si tu ne le vois plus. Et j'ai répondu, oui, je suis certaine. Faites-le. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder les étoiles. Et j'ai pensé à Bernard. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. J'espère que tu es fier de moi. Parce que ce n'était plus une question d'orgueil, ni de vengeance. C'était une question de justice. Geneviève Dufresne avait craché sur moi. Mais elle avait surtout craché sur toutes les valeurs que Bernard et moi avions transmises à Henri. L'honnêteté, la dignité, le respect. Et ça ne pouvait pas rester impuni. Le lendemain matin, Monsieur Durand m'a appelé. C'est fait, Madame Morel. Le dossier a été transmis aux autorités. Ils vont ouvrir une enquête. Ça prendra quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais avec les preuves que nous avons, elle ne pourra pas s'en sortir. J'ai fermé les yeux. Merci, Monsieur Durand. Madame Morel, j'ai une question. Êtes-vous prête à assumer les conséquences? Votre fils, il ne comprendra peut-être pas. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait sur Neuilly. Mon fils ne comprend déjà plus. Mais un jour, peut-être, il comprendra. Et ce jour-là, j'espère qu'il me pardonnera. Les jours qui ont suivi ont été étranges, pas douloureux, pas terribles, juste, vides, comme si une partie de moi s'était éteinte ce dimanche d'avril, la partie qui espérait, la partie qui croyait encore. Maintenant, il ne restait que la clarté. Et la clarté, parfois, fait plus mal que l'illusion. Henri n'a pas appelé, pas le dimanche soir, pas le lundi, pas le mardi. Mon téléphone restait silencieux. Chaque matin, je le regardais. J'attendais. Juste un message. Juste 3 mots. Maman. Pardon. Mais rien. Le silence d'Henri était plus douloureux que le crachat de Geneviève. Le mercredi, j'ai reçu un message. De Camille. Inès, je suis désolée pour dimanche. Je ne savais pas que ça irait si loin. Henri est perturbé. Il ne sait pas quoi faire. Geneviève dit que vous avez été incorrecte, que vous l'avez provoqué. J'ai lu le message 3 fois, puis j'ai répondu « Camille, je t'aime, mais je ne peux plus accepter cela. Prends soin de toi et des enfants. » Je n'ai rien ajouté sur Geneviève, rien sur le dossier, rien sur ce qui allait arriver, parce que certaines batailles se mènent en silence. Le jeudi, Monsieur Durand m'a appelé. « Madame Morel, l'enquête est officiellement ouverte. Les services fiscaux et les douanes ont reçu le dossier. Ils ont confirmé que les preuves sont solides. L'investigation va prendre plusieurs semaines, mais ils vont agir. » J'ai fermé les yeux. Merci. Madame Morel, je dois vous prévenir. Quand ils commenceront les perquisitions, Geneviève comprendra que quelqu'un l'a dénoncée. Elle cherchera à savoir qui. Je sais. Vous êtes prête à ça? J'ai regardé la photo d'Henri posée sur la table. Je suis prête. Le vendredi, j'ai reçu un appel de ma sœur, Mathilde. Elle vit à Lyon. Nous nous parlons 1 fois par semaine. Toujours le vendredi soir.
Inès, tu vas bien? Ta voix, tu as l'air fatiguée? J'ai hésité, puis j'ai tout raconté. Le crachat, Henri, Geneviève, le dossier, tout. Mathilde a écouté en silence, puis elle a dit « Mon Dieu, Inès, pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce que j'avais honte, honte que mon propre fils... » Ma voix s'est brisée. Mathilde a soupiré. « Inès, écoute-moi, tu as fait ce qu'il fallait. Cette femme est dangereuse. Et Henri est aveuglé. Mais un jour, il verra. Et s'il ne voit jamais, alors tu auras fait ton devoir de mère, protéger son enfant, même quand il ne le veut pas. » Nous avons parlé pendant 2 heures, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie moins seule. Mathilde a toujours été là, toujours. Quand Bernard est mort, c'est elle qui est venue s'occuper de moi. Quand Henri a grandi et est parti, c'est elle qui m'appelait chaque jour. Quand Geneviève a commencé à m'effacer, c'est elle qui m'écoutait pleurer. Ma sœur, mon pilier. Le samedi, je me suis réveillée avec une pensée que je repoussais depuis des semaines, des mois, mon testament. J'ai 73 ans, je ne suis pas malade, mais je ne suis plus jeune non plus. Et si je mourais demain, tout irait à Henri, ma maison à Neuilly, mes économies, mes bijoux, mes souvenirs, tout. Et donc, indirectement, tout irait à Geneviève, parce qu'elle contrôlait Henri. Elle contrôlait Camille, elle contrôlait tout. Cette pensée m'a glacé le sang. Je me suis levée, j'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai réfléchi. Bernard, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai touché mon alliance. J'ai regardé la photo d'Henri enfant, ce petit garçon aux mains pleines de terre, ce petit garçon qui disait « Maman, tu es la plus forte », et j'ai compris. Henri n'était plus ce petit garçon. Henri était devenu un homme qui choisissait le confort plutôt que la vérité, qui choisissait le silence plutôt que la justice, un homme qui avait laissé sa mère se faire humilier sans réagir. « Maman, tiens-toi bien, ne la provoque pas ». Ces mots résonnaient encore dans ma tête. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon notaire, Maître Leclerc, un homme de 65 ans, sérieux, discret. « Madame Morel, quel plaisir de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? »« Maître, j'aimerais modifier mon testament. » Un silence. « Bien sûr. Souhaitez-vous prendre rendez-vous ou... »« Non, je veux le faire maintenant, aujourd'hui. Est-ce possible? » Oui, je peux vous recevoir cet après-midi. 15 heures? Parfait. À 15 heures, j'étais dans le cabinet de Maître Leclerc. Bureau sombre. Bibliothèque en bois, odeur de vieux papier. Il m'a accueilli avec bienveillance. « Madame Morel, asseyez-vous. Alors, vous souhaitez modifier votre testament? » Oui, il a sorti mon testament actuel, daté de 2015, après la naissance de Léa. Actuellement, vous léguez l'intégralité de vos biens à votre fils, Henri Morel. Oui, je veux changer cela. Il a levé les yeux, surpris. Vous voulez déshériter votre fils? Le mot était dur. Brutal, déshérité. Mais c'était le bon mot. Oui, Maître Leclerc a posé son stylo. « Madame Morel, c'est une décision importante, très importante. Êtes-vous certaine? » J'ai sorti la photo d'Henri de mon sac. Je l'ai posée sur le bureau. « Maître, cet enfant, je l'ai porté, je l'ai élevé, je l'ai aimé de tout mon cœur. » Ma voix tremblait. Mais l'homme qu'il est devenu, je ne le reconnais plus. Il a choisi de me laisser humilier. Il a choisi de protéger une femme qui me crache dessus. Il a choisi de m'oublier. Maître Leclerc a hoché la tête lentement. Je comprends. Et surtout, j'ai respiré profondément. Si je meurs demain et que tout va à Henri, cet argent servira à financer la vie d'une criminelle. Le notaire a froncé les sourcils. Une criminelle? Oui, sa belle-mère. Fraude fiscale, contrefaçon, blanchiment d'argent. Elle sera bientôt arrêtée. Maître Leclerc a ouvert grand les yeux. Mon Dieu. Alors non, maître. Je ne peux pas laisser mon héritage tomber entre ses mains, même indirectement. Il a repris son stylo. Très bien. À qui souhaitez-vous léguer vos biens? J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours. À ma sœur, Mathilde Fontaine. Elle habite à Lyon. Elle a toujours été là pour moi. Toujours. Très bien. Et pour vos petits-enfants? Souhaitez-vous prévoir quelque chose pour eux? J'ai réfléchi. Oui, je veux créer 2 comptes bloqués. Un pour Léa, un pour Antoine. 50 000 € chacun. Ils pourront y accéder à leurs 25 ans. Pas avant. Et Henri? Rien? J'ai regardé la photo. Henri recevra une lettre que vous lui remettrez après ma mort. D'accord. Pendant 1 heure, nous avons rédigé le Nouveau Testament. Légataire universel, Mathilde Fontaine. Legs particulier, 50 000 € pour Léa Morel. 50 000 € pour Antoine Morel. Compte bloqué jusqu'à 25 ans. Exhérédation.
Henri Morel. Maître Leclerc a relu le document 3 fois. C'est un testament solide, Madame Morel, inattaquable juridiquement. Mais, je dois vous demander une dernière fois, êtes-vous absolument certaine? J'ai pris le stylo. Oui, et j'ai signé. En sortant du cabinet, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la tristesse, pas du soulagement, de la paix. Oui, de la paix. J'ai appelé Mathilde. Inès, ça va? Oui, je voulais te dire, je viens de modifier mon testament. Tout te revient. Un silence. Inès, tu es sûre? Et Henri? Henri a fait son choix. Mais, Mathilde, s'il te plaît, ne discute pas. Tu es ma sœur. Tu es celle qui m'a toujours aimée, toujours soutenue, toujours comprise. Si quelqu'un mérite de recevoir ce que Bernard et moi avons construit, c'est toi. J'ai entendu Mathilde pleurer au téléphone. Inès, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Vis, profite. Et si un jour Henri revient, si un jour il comprend, tu pourras l'aider, mais à ta manière, pas à celle de Geneviève. Je te le promets. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau. J'ai pris une feuille de papier, mon plus beau stylo, et j'ai écrit une lettre pour Henri, celle qu'il lirait après ma mort. Mon Henri, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que je t'ai aimé chaque jour de ma vie, du premier instant où je t'ai porté jusqu'à mon dernier souffle. Mais je veux aussi que tu saches pourquoi tu ne trouveras rien dans mon héritage. Ce dimanche d'avril, Geneviève m'a craché dessus, et tu m'as demandé de me tenir bien. Tu as choisi de protéger celle qui m'humiliait. Tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Je ne te juge pas, mon fils. Je comprends. L'amour rend aveugle. La peur rend muet. Mais je ne pouvais pas laisser le fruit du travail de ton père et de ta mère servir à enrichir une femme malhonnête. Car oui, Henri, Geneviève Dufresne est une criminelle. Elle vit de la contrefaçon, de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent. Quand tu liras cette lettre, elle sera peut-être déjà en prison. Ou peut-être pas, mais un jour, la vérité éclatera. Et ce jour-là, j'espère que tu comprendras. J'ai légué mes biens à ta tante Mathilde. Elle saura quoi en faire. Elle t'aidera si tu en as besoin. Mais à une condition, que tu aies retrouvé ton intégrité. Pour Léa et Antoine, j'ai prévu quelque chose. Ils comprendront un jour. Je t'aime, Henri. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Mais certaines mères doivent choisir entre l'amour aveugle et la justice. J'ai choisi la justice, parce que c'est ce que ton père aurait voulu, parce que c'est ce que je te devais. Pardon, et merci pour toutes ces années de bonheur. Ta maman qui t'aime, Inès. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans une enveloppe cachetée. J'ai écrit dessus, pour Henri Morel, à ouvrir après mon décès. Et je l'ai confiée à Maître Leclerc le lendemain. Les semaines suivantes ont été calmes, presque trop calmes. Henri n'appelait pas, je n'appelais pas. Nous vivions dans 2 mondes séparés, 2 univers qui ne se touchaient plus. Mais je n'étais pas seule. Mathilde m'appelait chaque jour. Mes voisines passaient prendre le thé. Mon ancien collègue du lycée, Monsieur Fournier, m'invitait à des conférences littéraires. Et lentement, très lentement, j'ai recommencé à vivre. Pas comme avant. Différemment. Je me suis inscrite à un cours de peinture. J'ai repris la lecture. Proust, Duras, Modiano. J'ai jardiné. Planté des roses dans mon petit jardin. J'ai même voyagé, 3 jours à Bordeaux avec Mathilde. Et chaque soir, avant de dormir, je regardais la photo d'Henri, ce petit garçon aux mains pleines de terre. Et je me disais, un jour peut-être, tu reviendras. Et ce jour-là, je serai là. Mais je ne vivais plus dans l'attente. Je vivais dans l'acceptation. L'acceptation que certains chemins se séparent. L'acceptation que l'amour maternel ne suffit pas toujours. L'acceptation que la justice prend du temps. Mais qu'elle arrive toujours. Un soir de juin, Monsieur Durand m'a appelé. Madame Morel, les autorités ont commencé les perquisitions. Chez Geneviève Dufresne, dans sa boutique, dans son entrepôt au Havre. Mon cœur s'est arrêté. Quand? Ce matin. Ils ont saisi des documents, des ordinateurs, des caisses entières de marchandises. J'ai fermé les yeux. Et elle? Elle n'a pas été placée en garde à vue. Pour 48 heures. J'ai raccroché. Je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai pleuré. Pas de joie. Pas de vengeance, de soulagement, parce que la vérité éclatait enfin. Je ne savais pas ce que Henri allait penser, ce qu'il allait ressentir. Je ne savais pas si Camille comprendrait, si les enfants sauraient un jour. Mais je savais une chose, j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais protégé mon fils, même de loin, même dans le silence. Parce que c'est ça, être mère. Ce n'est pas toujours être aimé, c'est toujours aimer.
Juin s'est écoulé dans un étrange silence, pas le silence d'avant, celui de l'ignorance et de la soumission. Non, le silence de l'attente, le silence de la justice qui avance, lentement, mais sûrement. Je savais que quelque part, dans les bureaux froids de l'administration fiscale, dans les salles d'interrogatoire, dans les tribunaux, la vérité se déployait. Mais je ne cherchais pas à savoir plus. J'attendais. Simplement, M. Durand m'appelait de temps en temps pour me tenir informé. « Madame Morel, les perquisitions ont été fructueuses. Ils ont trouvé des milliers de pièces contrefaites dans l'entrepôt, des documents compromettants, des relevés bancaires cachés. Et elle nie tout, pour l'instant. Mais son avocat sait qu'elle est dans une situation très difficile. Une semaine après les perquisitions, j'ai reçu un appel de Camille. Ma main a tremblé en voyant son nom s'afficher. J'ai décroché. « Allô ?» Inès, sa voix était brisée, à peine audible. « Inès, je ne sais pas par où commencer. Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Un sanglot. « Ma mère, elle a été arrêtée. » J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait fort. « Je sais. » Un silence. « Vous saviez ?»« Oui. » « Depuis quand ?»« Depuis longtemps. » Camille a éclaté en sanglots. Des sanglots profonds, déchirants. « Inès, ils disent qu'elle vendait de la contrefaçon, qu'elle fraudait le fisc, qu'elle blanchissait de l'argent. Ils disent, elle ne pouvait plus parler. J'ai attendu, silencieuse. Enfin, elle a repris. « Inès, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ma mère est vraiment ?» Elle ne finissait pas ses phrases, comme si les mots étaient trop lourds à porter. « Camille, je ne peux pas répondre à ta place. Les autorités enquêtent, la vérité sortira. Mais vous le saviez? Pourquoi vous n'avez rien dit ?» J'ai respiré profondément. Parce que ce n'était pas à moi de le dire, parce que personne ne m'aurait cru, et parce que, parfois, la vie doit révéler elle-même les mensonges. Un autre silence, long, pesant. Puis Camille a murmuré « Henri est effondré. Il ne comprend pas. Il refuse d'y croire. » Mon cœur s'est serré. « Et toi, Camille? Toi, tu y crois ?» Elle a pleuré encore. Je ne sais pas. Ma mère, elle a toujours été autoritaire, manipulatrice. Mais je pensais qu'elle nous aimait, qu'elle voulait juste notre bien. Peut-être qu'elle vous aimait, à sa façon. Mais l'amour ne justifie pas le mensonge, Camille. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Camille m'a raconté. Les cris, les disputes, Henri qui refusait d'admettre, les enfants qui posaient des questions. Pourquoi mamie Geneviève ne vient plus? Pourquoi papa pleure? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Et Camille, seule, essayait de tenir la famille debout. Avant de raccrocher, elle a dit « Inès, je suis désolée. Pour tout. Pour le crachat. Pour ce dimanche. Pour tout. » J'ai senti les larmes monter. « Merci Camille. Est-ce qu'on peut se voir ?» J'ai hésité. « Pas maintenant. Pas encore. Mais peut-être bientôt. » « D'accord. Je comprends. » Henri, lui, n'a pas appelé. Pas ce jour-là. Pas les jours suivants. Et ce silence me disait tout. Il ne voulait pas me parler, parce qu'il savait. Au fond de lui, il savait que j'avais raison. Mais reconnaître ça, c'était admettre qu'il s'était trompé, qu'il m'avait trahi, qu'il avait choisi le mauvais camp. Et ça, c'était trop difficile. Les semaines ont passé. Juillet est arrivé, puis août. Les informations sur l'affaire Dufresne commençaient à filtrer dans la presse. Pas en première page, pas dans les grands journaux, mais dans les pages économiques, dans les faits divers. Une commerçante parisienne mise en examen pour contrefaçon et fraude fiscale. Démantèlement d'un réseau de contrefaçon de produits de luxe. Les détails restaient flous, mais le nom de Geneviève Dufresne apparaissait. Un matin, M. Durand m'a appelé. « Madame Morel, je voulais vous tenir informée. Le procès est fixé. Novembre prochain. » Si vite? Oui. Avec les preuves que nous avons fournies, le dossier est solide. Le procureur veut aller vite. Et quelles sont les chances qu'elle soit condamnée? Un silence. Madame Morel, avec ce qu'ils ont trouvé, c'est pratiquement certain. Elle risque plusieurs années de prison, une lourde amende, la saisie de tous ses biens. J'ai fermé les yeux. Merci, Monsieur Durand. Madame Morel, comment allez-vous? Je vais bien, vraiment. Et c'était vrai, parce que je n'éprouvais pas de joie à la chute de Geneviève. Non, j'éprouvais de la tristesse, pour Camille, pour les enfants, pour Henri, mais aussi un sentiment étrange, celui d'avoir fait ce qui était juste. En septembre, j'ai reçu une lettre manuscrite, sur du papier épais, une écriture élégante, l'adresse de l'expéditeur, maison d'arrêt de Fresnes. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Madame Morel, je suppose que vous êtes satisfaite. Je suis en prison.
Mon entreprise est détruite, ma réputation anéantie, ma fille me rejette, mon gendre refuse de me voir. Et tout ça grâce à vous, n'est-ce pas? Vous pensez avoir gagné, vous pensez être dans votre bon droit. Mais sachez une chose, vous avez détruit une famille, vous avez détruit mes petits-enfants, vous avez détruit votre propre fils. J'espère que vous pourrez vivre avec ça. Geneviève Dufresne. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai posée sur la table, et j'ai souri. Pas de méchanceté, pas de triomphe, un sourire triste. Parce que même maintenant, même en prison, Geneviève ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que c'était elle qui avait détruit sa famille. Elle, pas moi. Je n'ai pas répondu à sa lettre. Certaines personnes ne méritent pas de réponse. Certaines personnes ne comprendront jamais. En octobre, j'ai reçu un autre appel. De Camille. Encore. Inès. Henri aimerait vous voir. Mon cœur a bondi. Henri? Oui, il a beaucoup réfléchi. Il veut vous parler. Quand? Demain? Si vous êtes d'accord, chez nous. J'ai hésité. Chez eux. Cet appartement que Geneviève avait trouvé. Payé avec quel argent? Mais Henri était mon fils. D'accord. Demain, 15 heures. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé la photo d'Henri enfant. Longtemps. Demain, mon chéri. Demain, je te reverrai. J'ai touché mon alliance. Bernard, aide-moi à trouver les bons mots. Le lendemain, j'ai mis ma plus belle robe. Pas la bleu marine. Jamais plus. Une robe grise, sobre, élégante. J'ai pris mon sac, la photo d'Henri, mon alliance, et je suis parti. En arrivant devant leur immeuble, j'ai hésité. Combien de fois étais-je venu ici? Combien de dimanches passés à sourire en silence? J'ai sonné. Camille a ouvert. Elle avait les yeux rouges, mais elle souriait. Inès, entrez. Henri était au salon, debout, les mains dans les poches, le regard fuyant. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, des cheveux gris aux tempes. Mon fils, mon petit garçon. Bonjour maman. Ma gorge s'est serrée. Bonjour Henri. Nous nous sommes assis, un silence lourd. Camille nous a apporté du thé, puis elle est sortie discrètement. Henri et moi, seuls. Il a parlé le premier. Maman, je ne sais pas par où commencer. Commence par le commencement. Il a regardé par la fenêtre. Geneviève, elle est en prison, mise en examen. Tout ce qu'elle possédait a été saisi. La boutique, l'appartement, le château, tout. Il s'est tu. Puis il a repris. J'ai parlé avec les enquêteurs, avec l'avocat. J'ai vu les preuves. Sa voix tremblait. Maman, c'était vrai. Tout était vrai. J'ai posé ma tasse. Je sais. Il a levé les yeux vers moi. Tu savais? Depuis quand? Depuis des mois. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que tu ne m'aurais pas écouté. Le silence est retombé. Henri a passé sa main sur son visage. Tu as raison. Je ne t'aurais pas écouté. J'étais aveuglé. Il a relevé la tête. Maman, ce dimanche, quand elle a... Il ne finissait pas sa phrase. Quand elle a craché dans mon assiette, il a fermé les yeux. Oui, ce dimanche-là. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû la mettre dehors. J'aurais dû... Sa voix s'est brisée. Mais je n'ai rien fait. Je t'ai demandé de te tenir bien. Comme si c'était toi le problème. Des larmes coulaient sur ses joues. Mon fils, mon petit garçon qui pleurait. J'ai posé ma main sur la sienne. Henri, tu as fait ce que tu pensais être juste à ce moment-là. Non, maman. J'ai été lâche. J'ai choisi le confort plutôt que la vérité. Il a pleuré longtemps. Et moi, je l'ai laissé pleurer. Parce que certaines douleurs ont besoin de sortir. Enfin, il a relevé la tête. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais, Henri, je l'ai coupé doucement. Tu es mon fils. Je t'ai aimé du premier jour. Et je t'aimerai jusqu'au dernier. Même après tout ça, surtout après tout ça. Nous sommes restés longtemps sans parler. Puis Henri a dit, « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Camille et moi, on a décidé de couper les ponts avec Geneviève. Complètement. On ne veut plus rien d'elle. On ne veut plus de son argent. On ne veut plus de ses mensonges. Et elle accepte. » Il a secoué la tête. Elle m'a écrit. De la prison. Elle me supplie de l'aider, de payer ses avocats, de témoigner en sa faveur. Et j'ai refusé. J'ai senti mon cœur se gonfler. Pas de joie, de fierté. Mon fils retrouvait son intégrité. Henri, est-ce que tu regrettes? Il m'a regardé droit dans les yeux. Oui, je regrette tout. De ne pas t'avoir écouté, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais. Il a pris ma main. Mais maman, je veux réparer. Si tu me laisses une chance. J'ai serré sa main. Henri, il n'y a rien à réparer entre nous. Il y a juste à reconstruire. Nous avons parlé pendant des heures. De Geneviève, de Camille, des enfants.
Henri m'a raconté comment tout s'était effondré. Les jours après les perquisitions, c'était l'enfer. Camille pleurait sans arrêt. Les enfants ne comprenaient rien. Geneviève nous appelait 100 fois par jour pour nous supplier de l'aider. Et toi, moi, j'étais en colère. Contre elle, contre moi, contre tout le monde. Contre moi aussi? Il a baissé les yeux. Au début, oui, je pensais que tu avais quelque chose à voir avec tout ça. Tu avais raison. Henri a relevé la tête, surpris. Quoi? C'est moi qui ai déclenché l'enquête, Henri. J'ai engagé un détective privé, j'ai rassemblé des preuves, et j'ai tout transmis aux autorités. Le silence. Pourquoi? Parce que je devais te protéger, même si tu ne le voyais pas. Henri a fermé les yeux. Mon Dieu, maman. Tu as fait ça pour moi? Oui, mais tu savais que je te détesterais. Je savais que tu ne comprendrais peut-être pas, mais je savais aussi que c'était la bonne chose à faire. Il a pleuré encore. Maman, je suis désolé, tellement désolé. Je l'ai pris dans mes bras, comme quand il était petit, comme quand il avait peur, comme quand il avait mal. Chut, c'est fini. Camille est revenue, les enfants aussi. Léa et Antoine se sont jetés dans mes bras. Mémé, Inès, j'ai embrassé leurs petits visages. Mes anges, vous m'avez tellement manqué. Nous avons pris le thé ensemble, tous les 5. Pas dans un grand appartement haussmannien, pas avec de la porcelaine de Limoges. Juste nous, simple, vrai. En partant, Henri m'a raccompagné à la porte. « Maman, est-ce que tu peux revenir? Dimanche prochain ?» J'ai souri. « Oui, bien sûr, on fera ton poulet rôti, comme avant. » Les larmes me sont montées aux yeux, comme avant. En rentrant chez moi, j'ai sorti la photo d'Henri, ce petit garçon aux mains pleines de terre, et j'ai murmuré « On a gagné, Bernard. Notre fils est revenu. » Novembre est arrivé. Le procès de Geneviève Dufresne a eu lieu. Je n'y suis pas allée. Je n'avais pas besoin d'y aller. Monsieur Durand m'a appelé le soir du verdict. « Madame Morel, elle a été condamnée. 5 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende. Saisie totale de ses biens. Interdiction définitive d'exercer toute activité commerciale. » J'ai fermé les yeux. Merci, monsieur Durand, pour tout. C'est moi qui vous remercie, madame Morel. Vous avez eu un courage extraordinaire. Ce soir-là, j'ai pensé à Geneviève, dans sa cellule, seule, sans son appartement, sans sa boutique, sans son argent, sans sa fille, sans ses petits-enfants, sans personne. Et je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, juste de la tristesse. Parce que Geneviève avait tout eu, l'argent, le pouvoir, la famille, et elle avait tout perdu, non pas à cause de moi, mais à cause d'elle-même, parce que la vie a une règle simple, elle finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si vous donnez de l'amour, elle vous rend de l'amour. Si vous donnez du respect, elle vous rend du respect. Mais si vous donnez du mensonge, de la manipulation, de la cruauté, elle vous rend la solitude, l'humiliation, le vide. Geneviève m'avait traité de folle. Elle m'avait effacée. Elle m'avait craché dessus. Et aujourd'hui, je vivais entourée de ma famille retrouvée, et elle vivait seule dans une cellule. Des années plus tard, Henri m'a raconté qu'il avait revu Geneviève, une seule fois, dans un couloir d'hôpital. Elle avait été transférée pour des soins, malade, affaiblie. Il l'avait reconnue. Mais elle, non. Elle l'avait regardé sans le voir. Ce même regard vide, celui de quelqu'un qui a tout perdu. Même la mémoire de ce qu'elle avait détruit. Henri m'a dit, « Maman, quand je l'ai vue, j'ai compris. » Compris quoi? Que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai souri, j'ai touché mon alliance, et j'ai pensé à Bernard. Tu avais raison, mon amour. La justice existe, il suffit d'être patient. 5 ans ont passé depuis ce dimanche d'avril. 5 ans depuis le crachat. 5 ans depuis que j'ai envoyé ce message. Exécuter le plan. 5 ans depuis que tout a basculé. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Mes cheveux sont plus blancs. Mes mains tremblent un peu quand je brode. Mes genoux me rappellent chaque matin que le temps passe. Mais mon cœur est en paix. Une paix que je n'avais plus connue depuis des années. Ce matin, je me suis réveillée dans ma maison de Neuilly. La même maison que Bernard et moi avons achetée il y a 40 ans. La même maison où Henri a grandi. La même maison où j'ai pleuré. Où j'ai espéré. Où j'ai souffert. Mais aussi la même maison où j'ai appris à me relever. J'ai préparé du café. L'odeur familière a rempli la cuisine. J'ai ouvert les fenêtres. Le soleil d'automne entrait par grandes vagues dorées. Regarde comme le soleil entre partout. Les mots de Bernard, toujours présents. Sur la table de la cuisine, la photo d'Henri enfant. Ce petit garçon aux mains pleines de terre. Ce petit garçon qui disait « Maman,
tu es la plus forte. Cette photo ne me fait plus pleurer. Elle me fait sourire. Parce qu'aujourd'hui, Henri est redevenu cet enfant. Pas dans son corps, dans son cœur. Les dimanches ont repris. Pas chez Geneviève. Jamais plus. Chez moi. Chez nous. Henri, Camille, Léa et Antoine viennent chaque dimanche. Parfois, Mathilde fait le trajet depuis Lyon. Elle arrive le samedi soir, on parle jusqu'à minuit, on rit comme deux gamines. Et le dimanche, on cuisine ensemble. Mon poulet rôti, sa tarte aux pommes. Les recettes de notre enfance. Léa a 16 ans maintenant. Grande, belle, intelligente. Elle veut devenir avocate, défendre les gens qui n'ont pas de voix. Comme toi, Mémé. Tu as défendu papa, même quand personne ne te croyait. Ces mots m'ont fait pleurer. De joie cette fois. Antoine a 14 ans. Timide, doux, artiste. Il dessine, il peint. Il voit le monde avec des yeux différents. Il m'a offert un tableau l'année dernière. Un portrait de moi. Je l'ai accroché dans ma chambre. À côté de la photo de Bernard. Mes deux hommes. Henri et Camille vont bien. Pas parfaitement. Pas sans cicatrice. Mais bien. Après la chute de Geneviève, ils ont dû tout reconstruire. Financièrement d'abord. Ils ont vendu l'appartement du 7e, celui que Geneviève avait trouvé. Ils ont déménagé dans un quartier plus modeste. Un 3 pièces à Montreuil. Moins grand. Moins luxueux. Mais à eux. Vraiment à eux. Henri travaille toujours. Mais il a changé. Il est plus présent. Plus attentif. Plus humain. Il m'appelle 2 fois par semaine. Pas par obligation. Par envie. « Maman, comment vas-tu ?»« Bien, mon chéri. Et toi ?»« Bien, grâce à toi. » Ces conversations simples, ces petits moments, ils valent tous les trésors du monde. Camille aussi a changé. Elle a retrouvé sa voix, sa force. Elle a repris des études, psychologie. Elle veut aider les femmes victimes de manipulation familiale. Il y a tant de Camille dans le monde, Inès. Tant de femmes qui ne voient pas qu'elles sont prisonnières. Elle est devenue ma fille. Pas par alliance, par choix. Quant à Geneviève, elle est sortie de prison il y a 2 ans, après 3 ans de détention. Remise de peine pour bonne conduite. Elle vit maintenant dans une petite chambre de bonne à Créteil, seule, sans argent, sans famille, sans rien. Henri m'a dit qu'elle avait essayé de reprendre contact. Des lettres, des appels, des messages. « Henri, pardonne-moi, je suis ta belle-mère. Je suis la grand-mère de tes enfants. » Mais Henri a tenu bon. « Non, Geneviève, vous n'êtes plus rien pour nous. » Camille, elle, a hésité longtemps. C'était sa mère, après tout. Un jour, elle est allée la voir. Une seule fois. Elle est revenue en pleurs. Inès, elle n'a rien compris. Elle me reproche tout. Elle dit que c'est ma faute si elle a été condamnée. Que j'aurais dû témoigner en sa faveur. Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? Je lui ai dit la vérité. Que j'avais passé 30 ans à avoir peur d'elle. Et que maintenant, je n'avais plus peur. Camille n'y est jamais retournée. Et Léa et Antoine n'ont jamais revu leur grand-mère maternelle. Ils savent ce qu'elle a fait. Ils savent pourquoi. Et ils ont choisi. Moi, je n'ai jamais cherché à revoir Geneviève. Pas par haine, pas par vengeance. Simplement parce qu'il n'y avait rien à dire. Certaines personnes traversent nos vies pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas être. Geneviève m'a appris ça. Ces 5 dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. À la vie, à l'amour, à la justice. Et j'ai compris des choses. Première leçon. Le silence n'est pas toujours de l'or. Pendant des années, je me suis tue. J'ai accepté. J'ai souri. Parce que c'est ce qu'on attend d'une femme de mon âge, non ? Qu'elle soit discrète, qu'elle ne dérange pas. Mais le silence, quand il protège le mensonge, devient complicité. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû agir plus tôt. Mais j'avais peur. Peur de perdre Henri. Peur de détruire la famille. Aujourd'hui, je sais. Parler, ce n'est pas détruire. C'est protéger. Deuxième leçon. L'amour maternel ne suffit pas toujours. J'ai aimé Henri de toutes mes forces, depuis le premier jour. Mais cet amour ne l'a pas empêché de se tromper, de me trahir, de choisir le confort plutôt que la vérité. Parce que l'amour maternel, aussi fort soit-il, ne peut pas tout. Il ne peut pas remplacer le courage. Il ne peut pas remplacer l'intégrité. Un jour, nos enfants doivent faire leurs propres choix. Et parfois, ces choix nous brisent le cœur. Mais nous devons les laisser se tromper, pour qu'ils puissent apprendre. Troisième leçon, la justice existe. Peut-être pas comme on l'imagine, pas toujours rapide, pas toujours visible, mais elle existe. Geneviève pensait qu'elle pouvait tout contrôler, tout acheter, tout manipuler. Elle avait tort. La vie a une mémoire, une balance invisible. Et tôt ou tard, cette balance s'équilibre. Quatrième leçon, la dignité est notre dernier refuge.
Quand tout s'effondre, quand on nous humilie, quand on nous crache dessus, il nous reste la dignité, se lever, partir, garder la tête haute. Ce jour-là, dans cette salle à manger, j'aurais pu crier, j'aurais pu frapper, j'aurais pu m'effondrer, mais je me suis levée calmement. J'ai pris mon sac, j'ai envoyé mon message, et je suis partie. La dignité, personne ne peut nous la prendre, sauf nous-mêmes. 5e leçon. Certaines pertes sont des libérations. J'ai cru perdre Henri ce jour-là, et pendant des mois, cette perte m'a déchiré. Mais aujourd'hui, je comprends. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai libéré. Libéré de Geneviève. Libéré du mensonge. Libéré de la cage dorée. Et en le libérant, je me suis libérée aussi. Ces dernières années, j'ai vécu, vraiment vécu. J'ai voyagé. Rome, Lisbonne, Prague, des villes que Bernard rêvait de voir. J'ai repris la peinture, des aquarelles, des paysages, des souvenirs. J'ai donné des cours de français à des migrants, des femmes surtout, qui recommencèrent leur vie dans un pays étranger. Elles me racontaient leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs. Et moi, je leur racontais la mienne. Vous voyez, mes chéris, on peut toujours recommencer, à tout âge. J'ai aussi écrit, pas un livre, pas une œuvre, juste des lettres, à Henri, à Léa, à Antoine, des lettres qu'ils liront après ma mort, pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se souviennent. Et j'ai cultivé mon jardin, des roses, des pivoines, des lavandes, comme celles que Bernard m'offrait. Chaque matin, je sors avec mon café, je regarde les fleurs, je respire leur parfum, et je me dis, tu es toujours là, Bernard, dans chaque pétale, dans chaque souffle de vent. Mon alliance ne quitte jamais mon doigt, même après toutes ces années, même après tout ce qui s'est passé, parce que Bernard n'est pas qu'un souvenir. Il est une présence, une force, une lumière. Et tant que je porte cette alliance, il vit, en moi, avec moi. Hier, dimanche, toute la famille était là. Nous avons mangé mon poulet rôti, ri, parlé. Léa nous a raconté ses projets d'études. Antoine nous a montré ses derniers dessins. Henri et Camille se sont regardés avec tendresse. Et moi, j'ai regardé cette table pleine, cette table heureuse, cette table vraie. À la fin du repas, Léa m'a demandé « Mémé, tu regrettes ce qui s'est passé ?» Avec mamie Geneviève, tout le monde s'est tu. J'ai regardé ma petite fille, ses yeux intelligents, son cœur pur. Non, mon ange, je ne regrette rien. Même la douleur, parce que c'est cette douleur qui m'a appris qui j'étais vraiment. Léa a hoché la tête. Mémé, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Henri a souri, les yeux brillants. C'est exactement ce que je disais quand j'étais petit. Ce soir, seul dans ma maison, je repense à tout. À ce dimanche d'avril où tout a basculé. Au crachat, aux larmes, à la décision. Si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose? Oui, sans hésiter. Parce que j'ai appris que l'amour maternel, le vrai, ce n'est pas protéger son enfant de la vérité. C'est le protéger par la vérité. Aujourd'hui, je sais que je vieillis. Mes forces diminuent. Mes cheveux blanchissent. Mon corps fatigue. Mais mon esprit est clair. Mon cœur est léger. Et quand mon heure viendra, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, je partirai en paix. Parce que j'aurai fait ce qui était juste. J'aurai protégé mon fils. J'aurai défendu la vérité. J'aurai gardé ma dignité. Et j'aurai aimé jusqu'au bout. À toutes les femmes qui me lisent, qui m'écoutent, qui se reconnaissent dans cette histoire, je veux dire ceci. Ne vous taisez pas. Si quelqu'un vous efface, vous humilie, vous crache dessus, que ce soit un membre de la famille, un conjoint, un ami, ne vous taisez pas. Votre silence ne protège personne. Il nourrit le mensonge. Parlez, agissez, partez s'il le faut. Oui, vous aurez peur. Oui, vous perdrez peut-être des gens. Mais vous gagnerez quelque chose de plus précieux, votre dignité, votre intégrité, votre paix. Et si vos enfants ne comprennent pas tout de suite, soyez patiente. La vérité finit toujours par éclater. Le mensonge a des jambes courtes. Et l'amour vrai, celui qui se bat pour le bien de l'autre, finit toujours par triompher. Parfois, je pense à Geneviève, dans sa petite chambre à Créteil, seule, vieillie, oubliée. Et je ne ressens ni joie, ni tristesse, juste de la pitié. Parce qu'elle a vécu toute sa vie en accumulant de l'argent, du pouvoir, du contrôle. Et elle est morte, symboliquement, sans rien, sans amour, sans famille, sans paix. Moi, je n'ai pas grand-chose. Une maison modeste, des économies raisonnables, des objets simples, mais j'ai ma famille,
j'ai mes souvenirs, j'ai ma dignité. Et ça vaut plus que tous les trésors du monde. Ce soir, avant de dormir, j'ai regardé la photo d'Henri enfant une dernière fois. Je l'ai embrassé. Bonne nuit, mon chéri. Puis j'ai touché mon alliance. Bonne nuit, Bernard. Merci pour tout. Et je me suis endormi. Pas avec des regrets, pas avec de la colère, avec de la gratitude. Gratitude pour cette vie, pour ces épreuves, pour ces leçons. Gratitude pour cet amour qui m'a porté, qui me porte encore. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.